Bonjour chers élèves de première, donc là je vous revois pour cette toute dernière partie du cours, puisque je ferai aussi la conclusion, sur la Troisième République. Donc ce sera le B, avec la République plongée dans l'affaire Dreyfus, puisque ça va être la grande affaire de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Donc ce sera l'occasion de voir comment la République se sort là encore par le haut, finalement, d'une affaire qui va prendre des proportions extrêmement importantes. Alors pour commencer, l'affaire Dreyfus, c'est quoi? Alors, c'est une affaire d'espionnage, puisqu'on a une concierge employée par les services secrets français qui travaille dans l'ambassade allemande, qui trouve des documents transmis par un officier de l'état-major français à l'Allemagne sur des positions stratégiques. L'armée cherche un coupable sans réussir à le trouver, mais il y a une intuition de certains membres de l'armée qui sont plutôt antisémites qui vont se dire que ça doit sans doute être le petit capitaine Alfred Dreyfus. Dreyfus est beau nier, les preuves sont inexistantes. On va créer des preuves, voire même ne pas se donner du tout la peine d'en créer. Dreyfus est donc finalement condamné en décembre 1894 au bagne. Là, vous avez donc cette célèbre image qui est donc la dégradation du capitaine Dreyfus avec l'armée et le public aligné, et un gendarme qui brise, après l'avoir dégradé, lui avoir ôté tous ses insignes militaires, son sabre sur ses genoux. Cette image-là, elle est célébrissime. Alors moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est que ça, c'est le journal le plus lu de l'époque, c'est Petit Journal. Et moi, ce qui m'intéressait pas mal, en fait, c'était le petit sous-titre en dessous, c'est donc le traître. Parce qu'à l'époque, il n'y a absolument personne quasiment qui remet en question finalement ce procès. Les gens ne sont pas trop au courant, quelque part, oui, on est dans une fièvre nationaliste, assez antisémite, et on a tendance à penser que l'armée ne peut pas se tromper, et que Dreyfus est vraiment coupable. Personne ne se pose vraiment la question. Inutile de dire que dès que l'affaire est révélée, on a une haine antisémite qui va se déverser sur la France. Là, vous avez donc la Libre Parole, qui est le journal de l'antisémite Drummond, donc qui est persuadé de l'inégalité des races et du fait que les juifs sont une race parasite, qui, comme vous le voyez, se tient donc sur la gauche avec une sorte de pince à épiler qui montre Judas Dreyfus, donc finalement Dreyfus est carrément comparé à celui qui a trahi le Christ, avec un casque à pointe, et cette pince à épiler sert à donc épurer la France de la vermine juive qui la fait comme des poux. Et on voit le nord de l'armée entaché de l'autre côté finalement. Et enfin, l'égout qui est évidemment la destination naturelle des Juifs. Tout va changer quand finalement le lieutenant-colonel Picard, qui est donc le nouveau chef de renseignement militaire, qui n'est pas du tout un pro-juif, c'est un peu compliqué. Je vous encourage vivement à voir le film J'accuse de Roman Polanski, mais vu l'identité du réalisateur, je comprendrai parfaitement que vous n'ayez pas envie de le voir. Mais toujours est-il que le portrait qui est fait de Picard de son enquête est plutôt intéressant et très vrai historiquement. Donc, quelque part, c'est intéressant, mais comme je vous le disais, vous faites ce que vous voulez. Et c'est la raison pour laquelle on n'avait pas voulu vous emmener de toute façon le voir au cinéma, vu toutes les polémiques qu'il y a autour de réalisateurs. Toujours est-il que Picard donc trouve le vrai coupable, donc Esterhazy, qui finalement, l'armée ne veut pas reconnaître son erreur, et c'est à ce moment-là que le frère de Alfred Dreyfus et un certain nombre d'intellectuels qui commencent à s'intéresser à la affaire, donc des journalistes, des avocats, des députés, des écrivains, vont demander l'aide de l'un des plus célèbres romanciers de l'époque, c'est Émile Zola. Donc Émile Zola, il va donc écrire la fameuse une du journal L'Aurore, en 1898, en janvier, la fameuse une que vous connaissez déjà, donc qui est le fameux J'accuse. Je vais vous laisser écouter un extrait audio du téléfilm d'Yves Boisset consacré à l'affaire Dreyfus, puisque l'acteur rendra sans doute beaucoup plus justice à ce texte que moi je peux le faire. J'aimerais vous lire ma lettre au président de la République. Allez-y, monsieur Zola, je suis prêt. Monsieur le Président de la République, j'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse
le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général de Boisdeffre d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète. Et j'accuse le second conseil d'avoir couvert cette illégalité par ordre, en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable. Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. Qu'on ose donc me traduire en cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour. J'attends. Après l'appel, en fait, c'est là qu'on va arriver vraiment à la constitution de deux camps avec une société française très divisée. Puisque finalement, tout va rebondir sur la personnalité publique de Zola. C'est d'ailleurs le sens de l'allégorie que vous avez derrière, c'est que finalement, on voit donc un juif avec un masque d'Émile Zola attaché par un militaire allemand. L'idée que donc il y a un complot juif qu'utilisent finalement des intellectuels pour gracier un coupable au bénéfice de l'étranger. Ça, on va avoir une société française donc totalement divisée. C'est à ce moment-là qu'on a cette fameuse caricature à dîner en famille. Surtout, ne parlons pas de l'affaire Dreyfus, image du bas, et ils en ont parlé. Avec une société française totalement divisée entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards. Des gens qui sont convaincus que Dreyfus est innocent, qu'il est victime d'une erreur judiciaire qui est due au fait qu'il est juif, notamment. Et de l'autre côté, des anti-Dreyfusards qui, eux, sont convaincus que de toute façon, Dreyfus est forcément coupable parce qu'il est juif et que de toute façon, même s'il était innocent, il ne faudrait pas entacher l'honneur de l'armée. Et d'ailleurs, la République est un peu gênée aux entournures parce que l'idée, c'est quand même de rester pas trop mal avec les militaires. Il y a quand même la crainte perpétuelle d'un encore un coup d'État finalement mené par un militaire. Après tout, c'est ce cas qui avait détruit les deux républiques précédentes. Ce qui fait qu'on va mettre extrêmement longtemps à réviser le procès de Dreyfus. Il est d'abord gracié dans un premier temps, puis il est finalement en 1906 acquitté définitivement, puisque là on l'est même réhabilité. Et malgré ça, finalement, ça ne met pas fin à tous les débats. On a encore, même aujourd'hui, je pense, des gens qui sont persuadés que Dreyfus ait été coupable. Mais en 1908, on avait des textes comme l'affiche de l'Action française, qui va être un groupe d'extrême droite très influent, qui va survivre pendant une bonne partie du XXe siècle. En fait, il existe même encore aujourd'hui, même s'il a un coup perdu de son pouvoir de nuisance. Donc là, on voit bien l'idée aussi. C'est la République, c'est le mal. La République est le gouvernement des Juifs traîtres comme Dreyfus. La République est le gouvernement des pédagogues protestants qui importent d'Allemagne et de Suisse un système d'éducation qui abrutit et dépayse le cerveau des jeunes Français. La République est le gouvernement des francs-maçons qui n'ont qu'une haine, l'Église, qu'un amour, les sinécures et le trésor public. Ils nous mènent à une banqueroute matérielle et morale, celle qui ruinera le rentier et l'ouvrier, le commerçant, le paysan, le fonctionnaire et l'électeur. La République est le gouvernement de ces étrangers, plus ou moins naturalisés au métèque. Ils accaparent le sol de la France, ils disputent aux travailleurs de sang français leur juste salaire, ils font voter des lois qui ruinent l'industrie, contraignent les capitaux à l'émigration et mettent nos ressources au service du roi d'Angleterre, Édouard VII, ou de l'empereur d'Allemagne, Guillaume II. Ça, c'est une affiche de l'Action française de 1908, donc il date après cette réhabilitation de Dreyfus, qui montre bien qu'il y a beaucoup de Français qui ne l'acceptent pas. Et on a les racines de l'extrême droite française aussi, finalement, dans cette affaire.
c'est qu'on retrouve des données qui, encore aujourd'hui, sont dans l'arsenal de l'extrême droite. C'est en fait à cette occasion-là qu'on a plusieurs camps qui se forment finalement. On a cette dénonciation de l'antisémitisme, ces engagements de tous ces journalistes, avocats, donc ceux qu'on va appeler les intellectuels dans le combat, qui va mener à cette idée que on doit toujours avoir encore des intellectuels qui interviennent dans le débat public, qui utilisent leurs influences pour ça. Et aussi que l'antisémitisme est condamnable, et à côté, par contre, dans l'autre sens, on a finalement une France qui va rester très très longtemps antisémite. C'est quelque chose qui n'a pas encore disparu, même si le rôle de l'antisémitisme a quand même beaucoup beaucoup diminué, évidemment, après la Seconde Guerre mondiale. Donc, la République, elle s'en sort quand même par le haut de cette crise, puisqu'elle arrive finalement à rétablir l'innocence de Dreyfus. Elle arrive aussi à finalement maintenir l'unité nationale, même si c'est difficile. Et bon, ça ne gêne pas beaucoup le pays pour être prêt éventuellement en 1914. En 1914, la République montrera qu'elle n'a pas affaibli particulièrement l'armée. Même si au début ça va se passer, mais c'est plus pour des questions tactiques et stratégiques. Donc on arrive maintenant à la conclusion. Et la conclusion, c'est que la Troisième République, ça offre enfin à la France un régime stable. Ça, c'est le gros changement. C'est qu'on avait eu un compliqué noir. Je pense que vous vous rappelez des frises chronologiques que vous deviez un petit peu connaître. Là, avec la Troisième République, on a enfin un régime qui s'impose, qui dure longtemps. Et surtout, finalement, on a très très peu d'interludes entre les trois républiques qui vont succéder. La seule vraie interlude, c'est le gouvernement de Vichy avec le maréchal Pétain et le gouvernement provisoire du général de Gaulle qui suit la Seconde Guerre mondiale. Mais sinon, la Troisième République, elle a subi donc des contestations. Elle a réussi à s'affirmer avec des valeurs fortes, des symboles forts et des lois importantes. Et elle a réussi à s'engager dans certains combats qu'elle a remportés, que ce soit donc la loi de séparation de l'Église et de l'État ou l'affaire Dreyfus. D'ailleurs, il est fort probable que sans l'affaire Dreyfus, peut-être que la France ne serait pas lancée dans la séparation de l'Église et de l'État. Finalement, c'est l'affaire Dreyfus qui montre à la République qu'elle peut éventuellement compter sur une partie de l'opinion publique. Et en fait, c'est donc cette Troisième République qui va imposer vraiment ce régime républicain auquel aujourd'hui on est encore attaché, malgré tous les défauts qu'il peut avoir. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Donc en attendant que le confinement se termine, j'essaierai de continuer comme ça. Je réfléchis encore à vous proposer un vrai exercice. Donc il y a la solution très simple du QCM sur le NT où j'en prends note. Mais je verrai peut-être pour autre chose. Je réfléchis un petit peu, parce que l'idée aussi c'est de donner du travail, mais un travail qui serait valide. Et que je puisse corriger à peu près correctement dans les temps. Donc ça, on verra ce que ça donne. Je me laisse le temps de la réflexion pour ne pas vous lancer dans quelque chose de totalement inutile parce que je n'aurai pas le temps forcément d'y revenir. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère vous avoir intéressé. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci.